Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler d'électromagnétisme. Beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter à quelques principes physiques et aux applications des inductances, avec des circuits RL classiques et petit bonus avec les diodes dites de roue libre. Je commence avec la définition de l'induction magnétique, qui caractérise l'intensité et la direction d'un champ magnétique. Le terme induction est important. Elle est notée B et ne décrit pas exactement la même chose que H, que l'on verra plus tard. Alors, une des propriétés d'un champ magnétique, c'est d'agir dans son environnement en créant une force mécanique sur certains systèmes. En prenant l'exemple d'aiguilles aimantées, on peut voir que la force qui s'exerce sur elles va les déplacer dans une certaine position. Cette position est déterminée par la direction des lignes de champ. Alors, OK pour déplacer des aimants, mais on peut également dire qu'un champ magnétique va avoir un impact sur des particules en mouvement, et donc sur des circuits traversés par un courant électrique, vu que celui-ci est un déplacement d'électrons. Si le circuit comporte des parties mobiles, et si on les place dans un champ magnétique, il va y avoir création de force et donc de mouvement. C'est le principe fondamental de fonctionnement d'un moteur électrique. De nombreuses formules existent pour décrire les effets d'un champ magnétique. Alors, attention, les débutants pensent souvent que ces formules permettent d'expliquer pourquoi le champ se comporte de cette façon. C'est une erreur de penser ça, car les formules modélisent uniquement le comportement et permettent simplement de prédire ce que fera le champ magnétique et rien d'autre. Petite pub au passage pour l'excellente vidéo à ce sujet sur la chaîne de Science Étonnante. Et même avec des théories très avancées comme la relativité de Einstein, le spin des particules ou la mécanique quantique, pour l'instant, la physique n'explique toujours pas pourquoi les champs magnétiques existent. Moralité, s'acharner à vouloir comprendre et résoudre des équations d'électromagnétisme super complexes, c'est bien, mais ne pensez pas que ce sera suffisant pour comprendre tous les mystères de la vie. Allez, revenons à notre induction magnétique B. Elle s'exprime en Tesla, en hommage à Nikola, le célèbre constructeur de voitures électriques. Mais non, je déconne. On parle de Tesla, l'inventeur de génie, le grand rival de Thomas Edison. Allez, plus sérieusement, quelques ordres de grandeur de champ magnétique, en commençant par un relativement faible, celui de la Terre, mais indispensable à notre protection contre les radiations solaires. Dans notre quotidien, il y a aussi les aimants de frigo de l'ordre du milli-Tesla. Un peu plus puissants les aimants pour les petits équipements électriques. Et encore plus puissants les aimants en néodyme fer-bore. Attention les doigts, ça pince fort. Attention aussi avec les imageries IRM et leurs aimants très puissants. Et encore plus fort avec des équipements dédiés à la recherche qui peuvent produire des champs pulsés jusqu'à 100 Tesla. Sinon, dans l'univers, on trouve des champs magnétiques avec des valeurs dépassant l'entendement, avec les étoiles de type pulsar, ou encore plus avec les magnétars. Ok, super, mais revenons un peu sur Terre, où l'on sait qu'il n'y a pas que les aimants pour produire des champs magnétiques. En 1820, Christian a montré qu'un simple courant dans un fil électrique donne naissance à un champ magnétique. Les lignes de champ sont alors des cercles concentriques centrés autour du fil. Et pour ceux qui aiment les maths, on voit tout de suite ici sur la figure que le rotationnel de B est non nul.
comme l'a formulé Maxwell avec ses célèbres équations quelques années plus tard. Allez, reprenons notre fil et essayons de le tordre pour qu'il réalise une boucle. Le champ magnétique va alors se concentrer à l'intérieur de la spire. Et si l'on réalise des spires jointives, le champ va s'intensifier. Tenez, regardez, je vous montre tout ça avec un simulateur. Petite pub au passage pour cet excellent site d'animation scientifique qui est hébergé par l'Université de Nantes, où on trouve beaucoup de choses, aussi bien en électricité, mécanique, thermo, des maths, enfin bon, bref, c'est excellent. Je vous invite à le consulter. Électricité, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les champs, et notamment champ magnétostatique. Alors, magnétostatique, c'est un champ magnétique qui ne varie pas dans le temps, c'est-à-dire qu'il est stationnaire, donc produit par des courants constants ou des aimants permanents. On va mesurer ce champ avec des petits détecteurs, là c'est les petites barres, qui représenteraient en réalité des grains de limaille de fer et qui vont s'orienter en fonction de la direction du champ magnétique pour en montrer le spectre. Voilà, je vais mettre en plein écran et je vais montrer tout d'abord que en l'absence de production de champ, le champ est égal à 0. La flèche rouge là est toute petite, nulle, donc partout dans l'espace. OK. Je vais ajouter un aimant permanent. Donc on voit que les petits détecteurs s'orientent sur les lignes de champ et on va pouvoir, je vais le tourner pour vous montrer que bien, ça suit automatiquement la direction de l'aimant. Voilà. Je vais montrer bien que maintenant le champ existe, il est plus nul. Il existe quand on se rapproche. Quand on se rapproche, si on est loin, il est quasiment nul comme avant. Si on est loin, par contre, si on se rapproche, eh bien ici, il y a beaucoup de champs tout autour, tout autour, tout autour, tout autour, tout autour, tout autour. Voilà. Et il est bien sûr intense à l'intérieur. Je vais effacer ça. Je vais placer maintenant un fil électrique. Le fil, il est vertical. On voit le courant qui vient vers nous, c'est-à-dire qu'il pointe vers nous, d'où le point qui se trouve ici. Je vais montrer le champ qui est circulaire tout autour. On le voit ici, et d'autant plus grand qu'on se rapproche, et d'autant plus petit que l'on s'éloigne. D'accord. Ce champ est bien sûr proportionnel au courant qui passe. Donc là, je vais prendre un exemple. Je vais mettre par exemple ici. On voit qu'il a cette valeur à peu près. Et j'augmente le courant. Hop. J'augmente le courant. Je montre le champ. Et bien on voit qu'au même endroit, le champ maintenant est beaucoup plus intense. Également, je peux inverser le sens du courant. Donc, moins 5. On voit la croix qui montre que le courant pointe bien, dans le sens opposé. On voit l'arrière de la flèche. Montrer le champ. Je me mets au même endroit que tout à l'heure et on voit maintenant que le champ est dirigé vers le bas, contrairement à tout à l'heure. Je supprime ça et je vais placer maintenant une spire. Donc je rajoute une spire. Je montre le champ. Eh bien, ce champ se concentre à l'intérieur de la spire et dès qu'on va s'éloigner, il va être dispersé dans tout l'espace, alors que là, il est concentré à l'intérieur de la spire. Je vais rajouter une spire. Hop, voilà, je vais les décaler. On voit que le champ a augmenté à l'intérieur. Il se concentre toujours à l'intérieur, mais il est beaucoup plus grand. Il y en a 2 fois plus, vu qu'il y a 2 fois le parcours du courant. Et bien sûr, si je rajoute des spires, le champ va encore augmenter et vraiment se
concentrer, être canalisé à l'intérieur de ces spires qui va former un solénoïde. On le voit, hop, je décale, je montre le champ. Donc le champ est vraiment très intense à l'intérieur. Vous voyez par rapport à tout à l'heure. Voilà, à l'extérieur, très loin, c'est très petit. Et par contre, plus on se rapproche, et plus le champ devient important. Allez, toujours avec les notions de physique, la définition maintenant de l'excitation magnétique. Elle peut être produite, entre autres, par un courant électrique. C'est cette source qui va m'intéresser pour la suite. H peut être considérée comme la source originelle du magnétisme. C'est elle qui va produire l'induction, qui sera plus ou moins grande suivant dans quelle matière on se trouve. Le rapport entre B et H, c'est la perméabilité, donc l'aptitude d'une matière à conduire le magnétisme. Plus elle est grande, mieux c'est. Comme pour le fer, qui à l'inverse de l'air est très bon, d'où le terme de matériau ferromagnétique. On trouve aussi certaines céramiques à base d'oxyde métallique, très utilisées en électronique pour réaliser des inductances. Et attention, tous les métaux ne sont pas ferromagnétiques. Exemple du cuivre ou de l'aluminium. Pour illustrer la différence entre B et H, prenons une bobine à air. Alimentée par un courant électrique, elle va produire l'excitation H, ici en rouge. Comme on est dans l'air, faible perméabilité du milieu, donc faible induction produite. La flèche, ici en vert, est toute petite. Beaucoup d'ampères, mais pas beaucoup de Tesla. Si je place maintenant un petit cylindre en fer devant la bobine, cela va concentrer les lignes de champ. Concentrer, mais pas vraiment changer leur longueur. Donc, selon le théorème d'Ampère, l'excitation H ne change quasiment pas. Ce qui n'est pas le cas de l'induction B, qui va augmenter localement dans l'acier et dans lequel il y aura beaucoup de Tesla. Autre chose, l'unité de mesure de H, c'est l'ampère par mètre. Pour calculer des valeurs sur une application, il faut connaître la géométrie du système étudié. Le grand classique, c'est la bobine longue où l'excitation est proportionnelle au nombre de spires et à la valeur du courant. Ça, c'est au centre de la bobine, car à l'extérieur, le champ est tout petit, comme vu avec le simulateur tout à l'heure. Pour augmenter le champ à l'intérieur, les constructeurs peuvent proposer des inductances avec un noyau magnétique. Ou encore mieux, la bobine est montée sur un circuit magnétique fermé, soit un tore, soit une forme en double U, ou encore avec un assemblage de tôles de forme E et I, comme sur la figure en bas à droite. Et plus la perméabilité est grande par rapport à l'air, plus les lignes de champ restent dans le matériau et ne vont pas dans l'air. Attention néanmoins, il n'est pas possible d'augmenter à l'infini l'induction B dans un matériau. Par exemple, avec un acier de type fer-silicium, quasiment impossible d'atteindre les 2 Tesla avec des valeurs raisonnables de courant. Pour ce qui est des ferrites, c'est encore pire. La saturation nous limite à moins de 0,5 Tesla. Et comme la perméabilité, c'est le rapport entre B et H, celle-ci devient très faible en cas de saturation. Allez, toute autre chose maintenant avec la définition du flux magnétique. Notez phi et exprimé en Weber. Cette notion permet de quantifier l'intensité d'un champ magnétique à travers une surface donnée.
Et cette notion va être très utile par la suite, car la loi de Lenz va nous montrer qu'une variation de flux engendre une tension induite. Et celle-ci est d'autant plus grande que la variation est rapide. Allez, petite démo avec un simulateur. Et voici, avec un simulateur différent de celui de tout à l'heure. Celui-là, il nous vient carrément du Colorado. Yes. Et voilà, c'est sur le site FET, hein, donc c'est très très riche aussi. Hein. 8 millions de simulations délivrées, physique, maths, sciences, il y a de tout. Donc moi, juste la loi de Faraday. On voit une bobine qui alimente une lampe. Il n'y a pas de source d'énergie, il n'y a pas de générateur électrique. Par contre, il y a un aimant qui est à côté. On voit que lorsque l'on va rapprocher l'aimant, il va y avoir un petit phénomène qui va se produire. Hop, voilà. Si je laisse l'aimant stable, il ne se passe rien. Par contre, si je fais une variation, et bien là, c'est là où on a une tension induite. Alors, je vais la mesurer avec un voltmètre et donc je vais me rapprocher. On voit que la tension est d'autant plus grande que la variation est rapide. Si je fais rapidement, très rapidement, on voit que ça varie beaucoup. Si je regarde au niveau des lignes de champ, je vois bien que le champ, lorsque je m'approche, il est toujours dans le même sens, et pour autant, on voit que la tension s'inverse. Alors on se dit, mais comment c'est possible ça, vu que le champ ne s'est pas inversé? En fait, si je reprends, je vois que lorsque je m'approche, bien le champ augmente, donc variation positive, qui induit une réaction opposée, donc moins, défi sur dt, donc moins, alors que quand je vais sortir, la variation va être négative, donc négatif, négatif, ça va donner positif, parce que je diminue le champ. D'accord? Je le refais. Si je vais dans ce sens-là, j'augmente, donc tension induite négative. Là, je diminue, et donc tension dans l'autre sens. Et ça, bien sûr, proportionnel à la vitesse où je me déplace, donc le delta t. On voit que si je ne bouge pas, il ne se passe rien. Et voilà, c'est tout simple. Ok, super. Revenons maintenant à la formule de Lenz. On remarquera que le signe moins traduit le fait que le système réagit de manière à s'opposer au changement qui le perturbe. Par analogie, sur cette BD, on montre qu'en créant la niche, image de la FEM, l'homme va provoquer une réaction qui va s'opposer à sa bonne intention de départ. Le chien s'oppose à la variation de ses conditions de vie. Si on revient maintenant au cas vu en simulation, l'aimant produit un champ et se déplace. Le flux au travers de la spire subit une variation et augmente si l'aimant se rapproche. La variation de flux provoque donc l'apparition de la tension induite. Et si le circuit électrique est fermé, il y a circulation d'un courant. Et ce courant va à son tour créer un champ magnétique qui, par principe, va s'opposer à celui de l'aimant. On le voit bien ici, le pôle nord induit dans la spire tente de repousser l'aimant, alors que c'est ce même aimant qui, en avançant, a créé le pôle qui cherche ensuite à le repousser. Dans le cas maintenant d'une bobine, la tension induite, c'est moins n fois dφ sur dt. Mais pourquoi la formule a-t-elle changé? Alors, certains parlent de flux propre, d'autres de flux enlacé, d'autres de flux total. Essayons de clarifier tout ça. Si on considère tout d'abord uniquement la première spire,
La FEM, c'est E1 égale à moins dφ sur dt, loi de Lenz basique sans le n. Formule identique pour la deuxième spire, car chaque spire voit le même champ, donc le même flux. Et ça jusqu'à la nème spire. Étant donné que pour la bobine complète, toutes les spires sont en série, la tension totale, c'est donc n fois la FEM d'une spire. Au global, on a un terme en n fois phi, qui donne l'impression trompeuse que le flux s'est multiplié, alors qu'en fait, il y a simplement n spires et qu'elles ont vu passer chacune qu'une seule fois le flux. Ok, parlons maintenant des inductances, terme souvent confondu avec celui de bobine. Pour faire simple, toutes les bobines vont avoir une caractéristique qui quantifie leur pouvoir d'aimantation et que l'on va appeler inductance. Petite remarque au passage, les spires d'une bobine sont forcément réalisées avec du fil isolé. C'est généralement un vernis très fin et pour rajouter de la confusion, il est couleur cuivre. Mais que l'on ne s'y trompe pas, les spires sont bien isolées entre elles. Bon bref, revenons à cette notion d'inductance pour une bobine. Le phénomène physique de départ, c'est l'auto-induction. Pour faire simple, pas d'aimant externe, c'est le courant qui crée le champ. Ce champ, s'il varie, il va engendrer une tension induite qui cherche à s'opposer à la variation de ce même champ, donc du courant qu'il a créé. En résumé, la bobine subit les effets du champ qu'elle a elle-même produit, d'où le terme self pour self-induction. Je vais faire une petite animation pour mieux comprendre le phénomène. Premièrement, il n'y a pas de source externe de champ magnétique. Le seul champ magnétique à considérer, c'est celui que produit le courant dans les spires. Et donc existence d'un flux à l'intérieur de la surface S de la spire. Si le courant change de valeur au cours du temps, le champ et donc le flux varient aussi. Et par conséquent, la variation de flux engendre une FEM induite. Cette tension va tenter de s'opposer en produisant l'équivalent d'un courant inverse. Donc, sur la figure ici, de façon à réduire l'augmentation du courant de départ. L'auto-induction est donc le phénomène qui limite les variations de courant dans une bobine. Suivant la géométrie du circuit, du matériau ou du nombre de spires, l'effet d'auto-induction peut être plus ou moins grand. Pour le quantifier, on va utiliser la fameuse grandeur appelée inductance et exprimée en Henry. La relation entre tension et courant devient toute simple. Eh ben non, 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 non. U égale LI, ce n'est pas bon, mais alors pas bon du tout. Si Cyril, il vous entend dire ça, il va venir vous corriger direct. En fait, vu que L mesure l'aptitude d'une bobine à s'opposer aux variations de courant, c'est la dérivée qu'il faut utiliser. Et plus L est grande, plus l'effet de self-induction va ralentir l'évolution du courant. On notera qu'il existe deux familles de bobines. Premièrement, les bobines à air, avec seulement du fil électrique bobiné, éventuellement sur un support plastique. Comme l'air il est difficile à magnétiser, les valeurs d'inductance obtenues seront faibles, mais elles vont présenter l'avantage de ne pas se saturer, donc d'avoir une valeur de L fixe, même pour des forts courants. Seconde famille,
Pour obtenir des inductances de valeur plus élevée, on utilise un noyau magnétique. Mais attention, on a vu tout à l'heure que les matériaux magnétiques avaient un seuil de saturation et qu'en régime saturé, la perméabilité chutait fortement. Autre point important, c'est que le flux magnétique produit par une bobine est directement proportionnel à son inductance. En prenant le cas d'une bobine à R, on peut calculer H, formule vue tout à l'heure. On peut en déduire B, puis en déduire le flux et retrouver l'expression de l'inductance. Par exemple, avec une dizaine de spires étalées sur 1 ou 2 cm, ça nous donne environ 1 micro-henry. Pour obtenir des inductances plus grandes, on peut augmenter le nombre de spires. Mais attention, qui dit grand nombre de spires dit longueur de fil importante, et donc résistance du fil qui devient gênante. Pour cette raison, les bobines AR dépassent rarement les quelques millihenry. Exemple ici avec un modèle avec 5 ohms de résistance. Pour obtenir des inductances plus grandes, avec une faible résistance interne, on peut jouer sur la perméabilité du milieu en ajoutant un matériau magnétique. Exemple ici avec un noyau en ferrite, 15 000 fois plus facile à magnétiser que l'air, ce qui donne environ 15 millihenry pour à peine 10 spires. Mais attention, on a vu tout à l'heure que la ferrite se sature vite, quasiment impossible d'atteindre 1 Tesla dans le matériau. Sur notre exemple, ça limite l'excitation magnétique à moins de 20 ampères par mètre. Conséquence ici, le courant dans cette bobine ne pourra pas dépasser 40 mA. Sinon, la perméabilité va chuter et la valeur de l'inductance aussi. Alors, les bobines avec un petit noyau, c'est bien, mais les lignes de champ se propagent malgré tout en grande partie dans l'air, qui reste toujours difficile à magnétiser. D'où l'idée de canaliser les lignes de champ dans un circuit fermé, sans air. La formule de l'inductance est la même, mais cette fois, la longueur à considérer, c'est la longueur totale du circuit magnétique. Exemple ici avec une forme en double U, réalisée en tôle. La longueur moyenne des lignes de champ, c'est le pointillé en vert sur la figure. Ce qui donne, par exemple, avec 200 spires, une inductance de presque 1 henry avec des tôles en fer silicium. Et avec un courant de saturation d'environ 0,6 ampères, ce qui est relativement correct. Mais on peut faire également une réalisation intermédiaire avec un circuit magnétique comportant un petit espace avec de l'air, appelé entrefer. On le voit sur la partie notée G de la figure. Les lignes de champ restent canalisées, même si l'on observe légèrement plus de fuites, le trajet BL sur la figure, qui sortent du circuit magnétique. Ou encore des franges dans la zone BF sur la figure, qui vont très légèrement augmenter la section. Par calcul, on montre qu'un tout petit entrefer de seulement 1 mm divise quasiment par 10 la valeur de l'inductance. Mais cela présente néanmoins l'avantage d'avoir des courants de saturation beaucoup plus grands, quasiment x10 sur notre exemple. Autre approche pour comprendre le fonctionnement d'une bobine, c'est l'approche énergétique. La première chose à savoir, c'est qu'un champ magnétique contient de l'énergie. Normal, car par principe, un champ magnétique peut modifier le comportement de choses dans son environnement, ce qui est la définition même de la notion d'énergie, qui est, pour rappel, la capacité d'un système à provoquer
une modification sur un autre. Une bobine étant source de champ magnétique, elle stocke de fait de l'énergie dans son champ. Et comme on le dit souvent, une énergie ne peut pas disparaître. La bobine va donc s'opposer aux variations de courant qui modifieraient son énergie interne. Petite parenthèse historique avec la citation de Lavoisier qui parlait de conservation, mais de la matière. La conservation de l'énergie, c'est en fait Helmholtz qui l'a formulée environ 100 ans plus tard. Mais restons chauvins, n'oublions pas notre Lavoisier national, qui en plus a été guillotiné lors de la Révolution française. Allez, revenons à l'énergie et au fait que l'on peut la trouver sous différentes formes. Faisons par exemple une analogie entre une bobine et un ressort. Pour comprimer un ressort, il faut fournir de l'énergie. Et cette énergie reste stockée si on maintient la pression. Comme pour l'inductance, c'est le maintien du courant qui conserve l'énergie. Et bien sûr, l'aptitude de stockage d'énergie d'une inductance, comme pour un ressort, ne s'applique pas à tous les objets de la nature. L'approche énergétique permet donc de montrer qu'une bobine réagit aux variations de courant. L'énergie stockée est d'ailleurs proportionnelle au carré du courant. Et comme par magie, on retrouve la valeur de l'inductance dans la formule. Donc, plus l'inductance a une valeur élevée, et plus les variations de courant seront lentes. Et autre phénomène lié à tout ça, c'est que l'énergie étant la puissance multipliée par le temps, si elle diminue très vite, la puissance engendrée sera terrible. Prenons une autre analogie, tout aussi réaliste, où une bobine est vue comme une turbine. Celle-ci tourne avec d'autant plus de force que le débit d'eau est important. Et on va associer à cette turbine une grosse masse lourde en rotation. L'inertie est telle que la turbine va mettre du temps pour se lancer. La pression de l'eau doit être forte pour faire augmenter le débit. Une fois la vitesse stabilisée, plus besoin de forcer. Le volant d'inertie maintient la circulation de l'eau et sans perte, le mouvement serait perpétuel. C'est le principe de l'énergie libre. C'est magique. L'eau peut circuler à l'infini. Regardez à gauche. C'est pas ingénieux ça? Et ce qui est le plus fou, c'est que l'on a vraiment un principe similaire dans les bobines d'imagerie IRM. Je vais vous en parler tout à l'heure. Gardez l'image en tête avec ce circuit bouclé. Sinon, pour l'énergie libre, c'est impossible, bien évidemment. Pour ceux qui en douteraient, je vous envoie Cyril pour vous expliquer tout ça. Allez, plus sérieusement, que se passe-t-il à la fermeture de la vanne? Eh bien, l'eau ne pouvant pas se couper instantanément, une dépression va apparaître. Elle tente de s'opposer à la variation de débit et donc de le maintenir dans la canalisation, comme pour le courant avec une inductance. Et si la variation est trop brusque, ça risque de faire des dégâts sur la canalisation. Allez, petit changement de point de vue, je vais parler maintenant de circuit électrique. On commence par le schéma équivalent électrique d'une bobine. Si elle était parfaite, on aurait uniquement l'inductance, et donc seulement l'équation U égale LDI sur dt. Mais dans la vraie vie, la résistance du fil peut difficilement être évitée. Elle va provoquer des pertes par effet Joule, donc de la chaleur. Pour tenir compte de cette imperfection, le modèle devient un circuit série RL. Allez, je commence avec le cas idéal, sans résistance.
et j'applique une source de tension continue notée E. Je retourne l'équation pour isoler le courant, qui est d'ailleurs sous forme dérivée. On va donc intégrer les deux côtés de l'équation. À gauche, l'intégrale de la dérivée, c'est donc le courant, tout simplement. Et à droite, une constante E sur L que je peux sortir de l'intégrale. Et il reste juste intégrale de dt, donc t. On rajoute k, la constante d'intégration, et voilà l'expression finale du courant. Si je note I0, la valeur initiale du courant, et si je reporte cette valeur pour t égale 0 dans l'équation, on en déduit que k, c'est I0. Et donc, l'évolution du courant, c'est une droite avec un coefficient directeur de E sur L et une valeur à l'origine de I0. Faisons un tracé au cours du temps pour voir cette évolution. Premier cas, tension positive et condition initiale nulle. Le courant augmente donc linéairement à partir de 0. Supposons maintenant que la tension devienne nulle. E égale 0 implique une droite avec coefficient directeur nul, donc droite horizontale. Si ensuite je réapplique la tension E positive, le courant va à nouveau augmenter, même pente qu'au début, mais cette fois on ne part pas de 0, mais de la valeur atteinte à la fin de la phase précédente. Important de noter que l'origine des temps est à chaque fois décalée. Allez, pause avec les équations. Regardons un système de la vraie vie qui utilise ce que l'on vient d'étudier, à savoir l'aimant principal que l'on trouve dans les IRM médicaux. Pour fonctionner, ils ont besoin d'un champ magnétique fort et très stable. Il est produit par des bobines ayant la particularité d'avoir des spires non pas en cuivre, mais en matériaux supraconducteurs. Et le truc, c'est que ces matériaux conducteurs électriques ont une résistance nulle à très basse température, en l'occurrence moins 269 degrés pour le nobium titane. Ainsi, les bobines sont débarrassées de leur résistance et peuvent faire circuler de très forts courants sans aucune perte. Pour produire des champs allant classiquement jusqu'à 3 Tesla, il faut des courants allant jusqu'à 700 ampères. Côté bobine, elle comporte plusieurs milliers de spires, ce qui donne par conséquent des valeurs d'inductance très fortes. D'ailleurs, la phase de chargement de l'aimant va durer plusieurs heures. LDI sur dt oblige. Une fois le courant nominal atteint, l'inductance est refermée sur elle-même, comme la pompe miraculeuse vue tout à l'heure. La résistance étant nulle, le courant va circuler sans jamais diminuer. C'est magique. Mais n'oublions pas l'énergie nécessaire pour produire le froid, indispensable pour annuler les pertes du circuit électrique. Donc, dans la majorité des cas, la résistance est présente. Et pour trouver l'expression du courant, un minimum de maths est nécessaire. On commence par la loi d'émail et on fait apparaître le I de t avec rien devant, ce qui permet de remplacer le terme L sur R par une constante τ appelée constante de temps. On se retrouve ainsi à devoir résoudre une équation différentielle du premier ordre. Pour cela, on commence par chercher une solution de l'équation sans second membre. Je passe vite le détail du calcul, ce sont des maths élémentaires. Faire pause si besoin pour comprendre pas à pas d'où vient la solution. Cette solution est appelée solution générale. Je vais la noter I1. Ensuite, on cherche une solution de l'équation de départ avec son second membre. Je vais la noter I2. C'est ici un terme constant égal à E sur R.
On regroupe ensuite I1 et I2, ce qui donne la solution générale avec second membre. Cette solution comporte encore une inconnue, A, que l'on va déterminer à partir de la condition initiale. Comme pour le circuit sans la résistance, on va noter I0 le courant pour T égale 0. On regroupe tout et on trouve enfin l'expression complète de l'évolution du courant. En résume, voici pour un circuit RL l'expression générale du courant qui circule. Formule qui peut se simplifier si la condition initiale est nulle. Ici, croissance avec une forme exponentielle. Formule qui peut aussi se mettre sous une autre forme si la bobine contient de l'énergie et que la tension s'annule. Le courant continue de circuler, mais décroît exponentiellement jusqu'à s'annuler. Adieu free energy. Alors, pour voir à quoi ressemble l'évolution du courant, traçons un petit graphe. Avec une tension positive et un courant initial nul, croissance du courant, puis stabilisation. Si on annule ensuite la tension, le courant décroît, l'énergie stockée dans la bobine est renvoyée à la résistance qui la dissipe en chaleur. Et si le courant a eu le temps de s'annuler, le cycle peut reprendre à l'identique du précédent. Par contre, si je change la valeur de taux, donc L ou R, il est possible que le courant n'ait pas le temps d'atteindre sa valeur finale. Et conséquence de cela, c'est que I0 n'est plus nul au second cycle et la courbe va se décaler vers le haut. Et la question, c'est, mais le courant, il va monter jusqu'où? Eh bien, en faisant une étude mathématique, on peut montrer qu'au bout d'un certain temps, un régime permanent s'établit. Allez, je détaille le calcul pour ceux qui sont chauds en maths. Un petit rappel sur les suites, ça fait toujours du bien. Alors, on connaît les expressions du courant sur les deux intervalles de temps. On sait aussi qu'ils durent chacun la moitié de la période du créneau. On va noter Imin, le courant en début d'une période quelconque, et Imax, le courant atteint une demi-période après. Imax dont je peux donner l'expression. Le temps lui aussi est connu, c'est t sur 2. L'exponentielle, c'est une constante, je vais la noter k pour simplifier l'écriture. Je poursuis le raisonnement en cherchant la valeur en fin de période. Donc Imax fois k. Et bien sûr, le final d'une période, c'est le début de la suivante, que l'on notera n plus 1. On fait apparaître un terme n plus 1 qui dépend du précédent n. Je développe et regroupe les termes constants que je note A et B, ce qui fait apparaître l'équation d'une suite linéaire. On va en calculer la convergence et ici, la limite existe car A est différent de 1. Le courant min en régime établi, c'est le même en début et fin de période. On peut donner son expression avec le calcul de limite vu précédemment. Et comme le max dépend du min, on peut aussi trouver son expression. Et tant qu'à faire, on peut aussi calculer l'ondulation de courant. Tout simple, c'est le max moins le min. La formule semble complexe, mais en fait, le point important, c'est que l'ondulation dépend du rapport entre taux et la période du signal. Si taux est grand par rapport à t, par exemple valeur élevée d'inductance,
l'ondulation devient de plus en plus réduite. À l'inverse, en réduisant tôt, on augmente l'ondulation, pas à l'infini, le maximum c'est E sur R. On remarquera que pour un t sur tau petit, on peut approximer l'exponentielle à son développement limité du premier ordre, ce qui donne une expression couramment utilisée et qui traduit indirectement une allure de courant sous forme de segment de droite. Et tant qu'on y est, on peut aussi calculer la valeur moyenne du courant, qui est très simple au final. C'est la tension moyenne du générateur divisé par R. Alors ce résultat peut sembler bizarre car on ne voit pas l'inductance dans la formule. Pourtant, en appliquant la loi d'Émaille, on voit bien le terme UL. Et si on calcule les valeurs moyennes et que l'on compare ce résultat au précédent, la seule conclusion possible, c'est que UL moyen est nul. Pour y voir plus clair, reprenons la formule de base et essayons de calculer la valeur moyenne aux bornes d'une inductance. Et là, magie, l'intégrale d'une dérivée, c'est la fonction elle-même. Ce qui veut dire que si le courant varie, mais qu'il retrouve sa valeur de départ, la tension moyenne sera nulle. Et en termes d'énergie, la bobine en a stocké, puis restitué la même quantité. Allez, petite simulation pour illustrer tout ça. Allez, cette fois-ci, un simulateur de circuit électrique. J'ai repris un que j'avais déjà utilisé dans d'autres vidéos, Falstad. C'est en ligne, c'est gratuit, c'est super. Alors, j'ai fait quoi? Un générateur qui délivre une tension continue de 10 volts ou 0, donc 10, 0, ce qui fait bien une valeur moyenne de 5 volts. OK. Ensuite, une résistance 330 ohms, inductance 1 Henry. Donc, ce sont les valeurs que j'avais déjà prises sur l'exemple précédent où je vous avais montré les évolutions exponentielles, croissant, décroissant. On voit que le courant est toujours positif. Il arrive à s'annuler. Donc, on le voit, il s'annule, il repart, il redécroît. On remarquera la couleur ici qui nous donne bien l'image de la tension. Donc quand c'est vert, ça veut dire que c'est positif. Et quand c'est rouge, ça veut dire que c'est négatif. Donc c'est à l'image directe bien, de la croissance ou la décroissance du courant. Donc on voit que lors de la décroissance, le DI sur dt est négatif, donc c'est rouge négatif. Voilà, parfait. Ensuite, on voit quoi? On voit bien 15 milliampères pardon, de valeur moyenne au niveau du courant, avec un mini qui est de 0 et un max qui vaut 30. Et donc 15, alors on peut le recalculer, calculatrice. Bien, si je prends 5 volts divisé par, donc 5 volts c'est la tension moyenne, divisé par 330, on retrouve bien les 15 millihenry, ce qui montre bien que la tension moyenne, je pourrais l'afficher, mais on le voit par calcul, cette tension moyenne aux bornes de l'inductance est nulle. Donc finalement, pour le calcul du courant moyen, il y a juste résistance et générateur qui interviennent. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux modifier la valeur de l'inductance. Je vais la baisser. Donc, on voit ici que la constante de temps est plus rapide. Et donc, l'établissement du courant est plus rapide. L'inductance s'oppose moins aux variations. Donc, ce qui donne cette forme. Si elle s'oppose encore moins, je le fais ici, on va retrouver presque l'allure du signal de départ. Elle s'oppose quasiment plus. Là, j'ai une valeur toute petite. Voilà, 10 millihenry. Et donc, on voit, il faudrait zoomer pour voir que ça reste quand même une forme exponentielle, mais très, très rapide.
Je vais plutôt modifier la résistance. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je change la valeur de la résistance? Si je la réduis, eh bien, je vais aussi agir sur la constante de temps. Mais contrairement à l'inductance, là, je modifie aussi la valeur moyenne du courant, puisqu'on voit que le courant va changer. On voit que le max a changé. Et si je réduis la résistance, eh bien oui, forcément, on augmente ici cette valeur. Je vais aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Allez, je mets un ohm tout petit. Donc ça veut dire que j'ai 5 volts divisé par 1, donc ça nous fait une valeur moyenne de 5 ampères. Je vais accélérer un peu parce que sinon on ne le verra pas, voilà, donc je ralentis. Donc on a bien 5 ampères de valeur moyenne, et ensuite on voit que on a un max à 8 et un mini à 1,5. Donc on voit l'ondulation ici. Je pourrais redémontrer sa valeur, je vous ai donné la formule précédemment. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter encore l'inductance. Donc là, je vais réduire l'ondulation, je vais là et je vais la ramener comme tout à l'heure. Alors bien sûr, là, je vais accélérer parce qu'il y a un régime transitoire qui va être long, je vais accélérer. Et on va voir qu'au bout d'un certain temps, on retrouve la même valeur moyenne. Donc la valeur moyenne, ben, c'est 5 volts divisé par 1, la résistance. Donc on retrouve bien les 5 ampères ici, sauf que l'ondulation ici est toute petite. Je vais ralentir pour montrer. Voilà, donc l'ondulation est toute petite. On a 5,034 et 4,9 normal. L'inductance va lisser le courant, s'opposer donc aux variations de ce courant. Voilà, c'est tout simple, c'est magique. Allez, passons maintenant à un petit détail que j'avais volontairement passé sous silence jusque-là. C'est le problème de l'ouverture d'un circuit inductif. Je prends donc un circuit RL, un générateur et un interrupteur entre les deux. Au départ, circuit ouvert, pas de courant, donc pas de tension. Je fais un chronogramme, on y verra plus clair. Lorsque l'interrupteur se ferme, le courant s'établit, forme exponentielle démontrée précédemment. La croissance dure 3 fois taux pour atteindre 95% de sa valeur finale. Une fois stabilisé, plus de variation, donc dérivée nulle, donc tension nulle sur l'inductance. Le courant est uniquement limité par la valeur de la résistance. Et au bout d'un certain temps, on ouvre l'interrupteur. Donc le courant passe de sa valeur max à 0 en très peu de temps. Le dt est très court, donc le di sur dt est très fort. Donc une tension très importante et négative. Et cette surtension va se propager aux bornes de l'interrupteur, qui peut faire apparaître un arc électrique. Faisons simple, 1 ampère coupé en 1 microseconde, eh bien c'est directement un di sur dt de 1 million. Sachant que l'air perd son caractère isolant au-delà de 3000 volts pour 1 mm, on comprend vite pourquoi les arcs électriques se produisent dans notre quotidien. Et à bien y regarder, la surtension, comme elle est en sens inverse du générateur, on peut utiliser une diode en antiparallèle, appelée diode de roue libre. Elle peut maintenir la continuité de la circulation du courant, et lorsque l'interrupteur est fermé, elle n'intervient plus. Allez, rien de tel qu'une petite simulation pour bien voir les choses. Voici mon circuit, tout simple, tension continue de 10 volts, l'interrupteur, la résistance de 10 ohms, donc ça veut dire que 10 volts, 10 ohms, ça fait 1 ampère en régime établi, courant maximum. 1 Henri, c'est facile à calculer. Je ferme directement
le circuit, le courant s'établit, forme exponentielle. On voit qu'il va atteindre les 1 ampère. OK, la courbe verte, là, c'est la tension aux bornes de l'inductance. Si j'ouvre brutalement, on voit que le courant chute instantanément et on ne voit pas de surtension. Alors normal, parce que le simulateur qui est ici est quand même relativement basique derrière et des variations un peu spéciales comme ça, là, c'est pas facilement simulable. Par contre, l'énergie a bien été stockée. On va regarder ce qui se passe si je prends une diode de roue libre. Donc je vais placer la diode de roue libre. Le courant s'établit. Donc on voit le courant qui atteint les 1 ampère. J'ouvre le circuit et on voit que le courant continue de circuler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie dans l'inductance, que toute cette énergie soit transférée en chaleur dans la résistance ici. Et donc on voit les mêmes constantes de temps ici, donc L sur R pour quantifier la durée de ce phénomène. Je pourrais regarder ce qui se passe si on met la diode directement sur l'inductance. Donc je vais la placer ici. Le courant, pareil, s'établit. Et je vais ouvrir le circuit. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que le courant décroît, mais de façon très très lente. Pourquoi? Parce que la tension aux bornes de l'inductance, c'est la tension inverse vue par rapport à la diode. Et donc, on est sur 0,7 volts. Et donc ça prend beaucoup de temps. Je le remontre. Hop. Et voilà, donc toute petite tension. Ici, 0,7, 0,8 volts. Et si on fait le calcul, on trouve une droite décroissante de pente E sur L. E sur L, alors E, c'est pas le générateur dans notre cas, E, c'est la tension aux bornes de l'inductance, donc en l'occurrence le moins 0,7 volts, et c'est pour ça que c'est une droite. Voilà, donc maintenant, je peux vous montrer comment accélérer les choses. Alors, on pourrait se dire, je rajoute une résistance, comme ça fera comme tout à l'heure, ça ira plus vite. Ou alors, on peut faire encore mieux, c'est utiliser une diode Zener. Donc, une diode qui peut devenir passante en sens inverse et qui va présenter une tension stable, continue, à ses bornes pendant ce phénomène. Alors là, je vais choisir une diode de 10 volts. OK. 10 volts lorsqu'elle sera passante en sens inverse. Donc, je place le courant, il s'établit comme tout à l'heure. Et maintenant, j'ouvre le circuit et on voit que le phénomène là a duré très peu de temps. Normalement, la pente là est beaucoup plus abrupte, le DI sur DT. Et pourquoi? Parce que là, on a 10 volts, 10, quelque chose. Oui, on a 10 volts de la diode plus le 0,8 de là. Donc tout ça en inverse, bien sûr, ça nous donne bien le quasiment moins 11 volts. Et on voit que ça dure beaucoup plus rapidement. Donc on se dit, tiens, cette diode, je vais la remplacer. Je vais mettre une diode ici, par exemple, de 100 volts. 100 volts, OK. Je place ici le courant. Et lorsque je vais ouvrir, on va avoir une surtension, je vais l'arrêter. Une surtension ici qui dure très peu de temps, mais qui atteint les 100 volts plus les 0,8 de la diode normale, donc moins 100,8 volts, et qui est beaucoup plus courte par rapport à tout à l'heure. Je le remets la 10 pour comparer, 10, OK. Je redémarre. Hop, voilà, sur la même échelle, j'arrête. Donc là, on était à 10 volts et donc une droite avec cette pente-là, moins 100 volts ici, donc une pente comme ça. Donc voilà l'intérêt d'avoir quelque chose qui est rapide. Par contre, ça veut dire qu'au niveau de l'interrupteur, on va retrouver aussi les 100 volts. Donc il faut avoir le matériel qui supporte quand même cette surtension ici. Allez, dernière partie avec un petit panorama de cas d'usage des inductances. Avec naturellement le lissage du courant dans les convertisseurs de puissance,
Exemple ici avec une des stations de conversion pour le transport en courant continu entre la France et l'Angleterre. Et en tout petit, une des inductances 370 millihenry en série avec le départ de l'un des câbles sous-marins. Tout petit aussi, humour, une bobine style porte des étoiles pour redresseur de four à arc. Même fonction mais de taille plus réduite, des bobines montées sur circuit imprimé, différentes formes, exemple à droite avec noyau en ferrite. Sinon, les bobines sont indispensables pour la production des forces électromagnétiques dans les machines, des plus petites aux plus grandes, mais toujours des spires et des circuits magnétiques. Sinon, le champ magnétique peut être utilisé brut pour profiter de ses effets, comme par exemple sur les atomes d'hydrogène du corps, ou encore la production de courant de Foucault et donc de chaleur, comme pour les plaques à induction. Induction toujours avec les chargeurs sans fil, ou encore utilisation des forces électromagnétiques pour verrouiller une serrure ou déplacer les contacts dans un relais ou un contacteur. Et sans parler de tous les électroaimants de levage, limités bien sûr aux pièces métalliques. Sinon, les inductances sont très utilisées en électronique et pour une bonne raison, c'est que l'on a électriquement un comportement dual au condensateur. Et malgré cette simple dualité, l'inductance est la bête noire des électroniciens débutants, qui sont souvent plus à l'aise à manipuler des tensions que des courants. Mais il est vrai que les moyens de mesure sont souvent mal adaptés aux faibles intensités. Mais une fois la peur du débutant éliminée, place à la réalisation de circuits électroniques en tout genre. Tenez, regardez des inductances, au moins 4, entre la couche logique Ethernet et une vulgaire prise RJ45. Inductance toujours pour les applications radio ou encore pour réaliser des antennes à différentes fréquences. Du gigahertz et même des très basses fréquences avec ce type de générateur dont je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Sinon, les inductances peuvent être utilisées pour produire des surtensions. Premier exemple, pour produire l'étincelle des bougies pour les moteurs à essence. Autre exemple, la bobine de ballast pour l'éclairage fluorescent. Bon, c'est un peu old school, mais sachez que vous pouvez désormais remplacer tout ça par des tubes LED bien meilleurs en termes énergétiques et durée de vie. Juste au niveau du câblage, ne pas se tromper, il existe 2 types de tubes différents. Allez, autre exemple pour produire les impulsions haute tension des clôtures électriques. Là aussi, une inductance et de l'énergie stockée. Pour une vache, 5 joules, ça secoue, mais rien de grave. Allez, au passage, petit message de soutien à nos agriculteurs, s'il y en a qui m'écoutent. Courage, on a besoin de vous. Et pour les ruraux et tous les jeunes qui me suivent, n'oubliez pas, c'est le contenu de notre assiette qui se joue en ce moment. Allez, je m'arrête là avec cette vidéo inductance. J'espère vous avoir donné envie d'aller plus loin et à bientôt pour de nouvelles vidéos.